bien, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi de passer 3/4 d'heure, presque 3/4 d'heure avec nous cet après-midi pour évoquer deux initiatives françaises remarquables en matière de promotion de l'alimentation responsable. Vous allez voir, deux initiatives a priori très différentes et en même temps, on finira par trouver des points communs et des convergences dans les regards et dans les actions. Pour nous parler de leur activité et de leurs engagements, merci d'accueillir Laure Dastorg, directrice générale de l'Alliance pour la préservation des forêts. Bonjour Laure. Et Nicolas Mosser, le directeur de Quatera ex Bioconquête. Bonjour à vous Nicolas. Alors, où vous voulez. Voilà. Nicolas n'a pas trop le choix, hein, c'est le dernier, donc voilà. On est ravis de vous accueillir. Il y a des micros pour tout le monde, il y a de l'eau. On va le faire bien. Et bonne nouvelle, puisqu'on est en plénière territoriale, on a aussi la possibilité, en fin d'échange, de prendre des questions dans la salle. Donc, si vous avez des questions pour Laure, pour Nicolas, vous n'hésitez pas, vous les gardez précieusement jusqu'au moment où je vous tendrai le micro pour nourrir un échange que j'espère le plus intéressant et profitable pour vous. On va commencer par Nicolas. Tiens, on va le faire dans ce sens-là. Alors vous allez voir, hein, au début, ça part un peu dans tous les sens, mais on va converger. Diverger pour converger, c'est le processus de créativité, paraît-il. Nicolas, Quatera ex Bioconquête. Peut-être il y a des gens dans la salle qui se disent Quatera, je connais pas, Bioconquête, peut-être. C'est une belle histoire qui a commencé en 2018. C'est une entreprise à mission, Quatera. Pourquoi Quatera? Pourquoi Bioconquête et où vous en êtes aujourd'hui? Merci, bonjour à tous. Quatera est né effectivement en 2018 sur le constat que les aliments responsables, avec des modes de production responsables qui étaient consommés en France, étaient très très souvent importés, en particulier sur la production bio. Il y avait un gros déficit de production bio en France. Les fruits et légumes sont un exemple très criant, mais aussi sur les produits transformés, des difficultés à s'approvisionner et à répondre à la demande qu'il pouvait y avoir. Et donc c'est sur la base de ce constat d'un manque de production à l'amont de la chaîne de valeur alimentaire, à la fois sur la production agricole et aussi sur la transformation des produits dans les industries, que nous avons décidé de fonder Bioconquête à l'époque, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle maintenant Quatera, début 2018. Et donc l'aventure continue depuis et nous nous développons en acquérant de nouvelles fermes et de nouvelles usines. C'est ça le cœur de l'activité de Quatera, c'est de mettre en œuvre une stratégie d'acquisition de marques avec des identités fortes et qui ont vocation à rester des marques à identité forte, mais de les mettre en synergie, alors les fermes entre elles, et puis les fermes aussi avec les petites PME agroalimentaires qui font partie du groupe, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'est très bien dit. Ah bah écoutez, j'ai bossé. Ouais. Effectivement, l'option que nous avons prise pour produire une alimentation responsable, c'est de reprendre des outils existants, à la fois des fermes agricoles, mais aussi des usines agroalimentaires existantes, avec leur mode de production, de reprendre leur savoir-faire, leur maîtrise des filières, leur capacité de production, mais pas forcément des entreprises et des fermes qui soient vertueuses au début. On s'inscrit dans une logique de transition. Et notre engagement, que l'on tient depuis le début, c'est que d'année en année, on améliore nos impacts sociaux et environnementaux avec un suivi très rigoureux de nos KPI sociaux et environnementaux et un reporting qui est suivi depuis le premier jour. Donc l'idée, c'est effectivement de prendre l'entreprise ou la ferme là où elle est, pour peu qu'elle ait une volonté en fait de progresser, de s'améliorer d'un point de vue environnemental et en termes de durabilité, ça peut être un bon client pour vous. L'idée étant de la faire grandir pour lui permettre d'accéder à un palier de développement qu'elle n'aurait pas pu franchir seule.
Tout à fait. Alors, je mettrai un petit correctif à votre propos. Ce ne sont pas des clients, hein, parce qu'en fait, c'est des entreprises que nous reprenons. J'ai dit clients? Oui, voilà. Mais bon, voilà. C'est ma 4e table ronde de la journée. Comment ça fatigue. Effectivement, c'est des entreprises qui cherchent à se donner un deuxième souffle ou un nouveau souffle. Ça peut être aussi des entreprises dont les dirigeants partent à la retraite, parfois avec des logiques de succession familiale un petit peu compliquées à gérer. Et donc nous arrivons pour reprendre l'entreprise. Mais c'est jamais la logique d'une reprise d'entreprise en difficulté, hein. Vous disiez non, elles sont saines, elles ont du potentiel, et c'est justement ce potentiel qu'on essaie de développer à travers l'injection de nouveaux capitaux ou de compétences, parce que ça peut être... De capitaux, de compétences, notamment sur la transition écologique, les aider à réaliser des certifications qui sont des exercices toujours très difficiles pour des petites entreprises, les aider à investir effectivement dans de nouveaux matériels qui permettent de produire mieux, digitaliser leur commercialisation pour accéder à des nouvelles manières de vendre et mieux valoriser les productions issues des fermes et des usines. Alors, les filiales, parce que je crois que c'est comme ça que vous les appelez, hein, pas des clients, mais des filiales. Je le disais tout à l'heure, elles ont des identités de marque qui sont fortes et elles ont vocation à le rester. Du coup, il n'y a pas de produit Quatera. Hein, ça, il faut que vous le sortiez de la tête. Vous ne trouverez pas dans les rayons des épiceries fines où 80% de vos produits sont vendus, hein, et 20% en GMS, globalement, c'est ça? Non, c'est pas tout. C'est plutôt 30%. En fait, on a des canaux de distribution très diversifiés. En fait, donc, ça dépend. C'est épicerie fine, GMS, distribution spécialisée bio, e-commerce. Mais il n'y a pas de produit Quatera. Mais il n'y a jamais de produit Quatera. Alors, vos acquisitions phares, les dernières en date, celles dont vous êtes fiers, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Histoire que le consommateur que nous sommes chacun puisse peut-être se projeter dans quelque chose qu'il connaît. J'ai pas envie peut-être de mettre en valeur une acquisition dont on est plus fier que les autres, mais peut-être de manière un peu emblématique. On a repris un poulailler en poule pondeuse qui produisait en cage de manière assez intensive et qu'on a complètement transformé. On l'a converti en bio et on a installé à nos côtés une agricultrice de 25 ans qui s'appelle Pauline Cadoret et donc elle a mené à bien ce projet de transformation et ensuite c'est elle qui gère le poulailler et donc on est très fiers de ce projet-là parce que c'est un projet avant tout humain, une association avec cette jeune agricultrice. Voilà, mais effectivement, on a actuellement 8 sociétés qui ont été reprises depuis la création, 3 fermes agricoles, 5 usines agroalimentaires, et nous avons l'ambition et la volonté de continuer en diversifiant nos produits sur d'autres filières de production. Oui, parce que vous dites que le modèle fonctionne et il peut être dupliqué sur d'autres filières alimentaires. Ça, c'est intéressant aussi en termes de méthode. L'aventure a commencé en 2018, c'est relativement récent finalement, on le disait il y a quelques minutes. Chiffre d'affaires annuel aujourd'hui 45 millions d'euros. Oui. Les projections sont plutôt optimistes. Les projections sont bonnes parce que moi je crois que même s'il y a eu une crise du bio et de tous les produits premium liés à l'inflation, ça a été la première raison pour laquelle les consommateurs se sont détournés des produits qui étaient plus chers ou réputés plus chers. Cette crise, je pense qu'elle est passagère. Je suis peut-être optimiste par nature, mais je pense que la tendance de fond de retourner vers une alimentation plus saine dans un premier temps, plus responsable d'un point de vue environnemental et peut-être aussi plus responsable d'un point de vue social aussi, de l'impact social des productions. Cette tendance de fond, elle existe, elle est là, on en a la preuve aujourd'hui sur ce salon. Et je suis persuadé que quand l'impact psychologique du martèlement dans les médias de l'inflation et de la réalité dans les rayons des prix qui ont augmenté, qu'une fois que ça se sera stabilisé et qu'on reviendra à des évolutions un petit peu plus normales sur les prix, cette tendance de fond reprendra le dessus et donc les gens rechercheront des produits labellisés, de qualité, locaux, avec des qualités gustatives, impacts environnementaux faibles, etc. Donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel de développement et pour autant, et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant quand on en avait discuté tous les deux en amont de la table ronde,
autant en termes de valeur portée que de modèle de gouvernance et de modèle économique que vous avez envie de soutenir, le ciel n'est pas la limite. Il y a un moment, il faudra s'arrêter. Pourquoi ? Oui, alors il ne faut pas le prendre de manière dramatique. C'est vrai que tant que ça fonctionne et que le groupe apporte à ses filiales les compétences dont vous parliez et que tout le monde travaille en bonne intelligence, que les synergies s'opèrent bien entre les différentes unités du groupe, le modèle a vocation à se multiplier, comme vous dites. Mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir un moment où la taille sera trop importante pour qu'on arrive à bien maîtriser effectivement toute cette valeur ajoutée, et je pense qu'il sera le temps de consolider et d'arrêter les acquisitions. Et d'une certaine manière de rester fidèle aussi à l'état d'esprit qui était, qui était celui de 2018, à savoir relocaliser une production, une transformation dans le respect de tous les aspects de la durabilité Tout à fait. Alimentaire. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation de Quatera ex Bioconquête. On n'en a pas parlé, mais dans Bioconquête, il y avait bio, et vous m'avez dit c'est peut-être aussi une des choses à retenir au-delà de la conquête, c'est de se dire qu'on n'est plus que sur le bio, on est sur plein d'autres aspects, dont évidemment la question du carbone. Et on est attentif à beaucoup de paramètres en fait. Exactement, on a 20 critères, 20 KPI de performance environnementale et sociale qui sont pour la plupart pas couverts par le cahier des charges bio. Et donc ça nous paraissait un petit peu restrictif de garder dans notre nom ce préfixe. Auquel nous sommes attachés, mais qui ne couvre pas complètement nos engagements. Il ne dit pas toute la richesse de votre initiative. Merci beaucoup Nicolas. Laure, qui nous écoute patiemment, mais avec beaucoup d'intérêt, je sais, depuis tout à l'heure. Je le disais, vous êtes directrice générale de l'Alliance pour la préservation des forêts. On va donc parler de déforestation importée avec vous et de lutte surtout contre cette déforestation importée. A priori, deux initiatives qui ont l'air finalement assez éloignées l'une de l'autre, et pourtant, il y a forcément des choses qui doivent vous intéresser dans le discours et dans l'action de Nicolas. Quel regard vous portez sur ce que vous venez d'entendre ? Oui, bien sûr. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Oui, puisque nous aussi, alors l'Alliance est un collectif d'entreprises engagées pour des matières premières durables, traçables et respectueuses de l'environnement. Donc ce sont des entreprises qui vont utiliser des matières premières comme l'huile de palme, le cacao, le soja, enfin tout ce qu'on peut importer en fait des bassins de production comme l'Amérique latine, le bassin du Congo ou l'Asie du Sud-Est. Donc ce sont vraiment des entreprises utilisatrices de ces matières premières, et on va les accompagner justement pour qu'elles transforment leur chaîne d'approvisionnement pour réduire et éradiquer justement cette déforestation de leur chaîne d'approvisionnement. Juste avant qu'on arrive sur les leviers d'action qui sont les vôtres, quelques chiffres clés quand on parle de déforestation aujourd'hui. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Quelle est la tendance aussi à laquelle on fait face ? Est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins pire ? C'est peut-être comme ça qu'il faut présenter les choses. Alors, pour vous donner quelques chiffres, c'est 420 millions d'hectares de forêts qui ont disparu ces 30 dernières années. Donc, c'est absolument énorme puisque ça correspond à la superficie de l'Union européenne. Et donc, face à ce fléau de la déforestation, quelques pays européens, dont la France, qui a été vraiment pionnière sur ce sujet, se sont mobilisés pour justement pousser un cadre réglementaire législatif au niveau européen pour stopper cette déforestation. C'est ce qu'on appelle le RDUE, le nouveau règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts, c'est ça ? Exactement, donc c'est une réglementation européenne pour des produits zéro déforestation qui est entrée en vigueur donc en juin dernier, et les entreprises ont 18 à 24 mois, donc jusqu'à la fin de cette année, pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation, et jusqu'en juin 2025 pour les PME. Donc elles ont vraiment quelques mois pour se préparer à cette nouvelle réglementation, et donc à partir de la fin de cette année, l'Europe
ne devrait plus importer de matières premières issues de la déforestation. Et alors, vous me disiez au moment de notre première rencontre que la France pouvait être fière finalement d'être le premier pays européen à s'appuyer sur une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée qui permette justement d'accompagner le mouvement, d'accompagner la mise en œuvre de cette directive. Les autres pays ne l'ont pas fait, ou pas encore. Oui, alors effectivement, en 2018, la France a été le premier pays à s'être doté d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée qu'on a poussée. Oui, j'allais dire, j'imagine que vous n'y êtes pas pour rien. En fait, l'Alliance existe depuis 10 ans. On a démarré sur la filière de l'huile de palme, donc en 2012. Donc avec les ONG, on a beaucoup poussé pour transformer la filière et pour avoir une filière responsable de l'huile de palme. Et en 2017, on a travaillé avec le gouvernement sur cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et donc voilà, on s'est extrêmement mobilisé sur le sujet. Et en 2018, on a décidé justement d'élargir le périmètre à d'autres matières premières agricoles, puisque maintenant le sujet effectivement était vraiment de transformer toutes ces filières, que ce soit le cacao. Le soja qui est aujourd'hui le premier contributeur de déforestation en Europe. Alors que moins d'1% de la filière est certifiée, c'est ce que vous me Exactement, me disiez. Donc c'est vraiment le cheval de bataille des ONG et de notre collectif, c'est vraiment de changer les pratiques sur la filière du soja qui est utilisé en Europe dans le cadre de l'alimentation animale. Et donc voilà, il y a une forte mobilisation sur cette filière. C'est le nouveau grand combat. Alors 4 leviers clés pour l'action de l'Alliance. Vous venez d'évoquer celui de l'action sur les politiques publiques. C'est à la fois accompagner l'évolution de la réglementation, mais faire du plaidoyer, faire du lobby positif pour que la déforestation importée recule. Il y en a d'autres aussi, notamment l'accompagnement de la transformation de la chaîne d'approvisionnement à travers des outils que vous mettez à disposition des entreprises. On peut en dire un mot ? Oui, alors c'est vrai qu'on a vraiment 4 leviers d'action pour lutter contre cette déforestation. Le premier, ça va être vraiment l'accompagnement des entreprises pour réduire et éradiquer cette déforestation dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc pour cela, on a développé une boîte à outils, tout un programme achat responsable pour accompagner et outiller ces entreprises, puisque au sein de notre collectif, on a des grandes entreprises comme Ferrero, Nestlé, qui sont plutôt très avancées. Mais l'objectif aussi, c'est d'accompagner les ETI, les PME, les TPE qui n'ont pas forcément les ressources en interne pour les préparer en fait à cette nouvelle réglementation et puis se sourcer de manière plus responsable. Donc ça, c'est vraiment le premier levier, c'est l'accompagnement aux entreprises. Donc il y a des boîtes à outils, il y a des formations, il y a effectivement tout un espace aussi consacré à l'action de terrain à travers des projets de recherche et de développement, c'est ça ? Oui, alors on l'a dit précédemment, il y a vraiment le levier d'agir aussi sur les politiques publiques au niveau national et européen pour s'assurer que les matières premières qu'on importe en Europe ne soient pas issues de la déforestation. Le troisième levier, ça va être aussi d'agir dans les territoires, puisqu'il faut aussi accompagner cette transformation dans les bassins de production en Amérique latine, en Afrique, dans le bassin du Congo et en Asie du Sud-Est. Donc on va soutenir des projets de recherche et d'innovation. On a d'ailleurs soutenu une expérimentation qui est unique au monde, d'ailleurs sur la filière de l'huile de palme, puisqu'on a avec le CIRAD, le gouvernement français et des ONG qui sont sur le terrain, expérimenté le premier projet d'agroforesterie dans les plantations de palmiers à huile, puisqu'en fait ce qui tue la biodiversité, c'est ces grandes monocultures, donc ça s'applique à n'importe quelle filière, et donc on va recréer de la biodiversité dans ces plantations, et donc on a des premiers résultats qui sont encourageants, mais l'accompagnement des petits producteurs sur le terrain, la formation, leur fournir du matériel végétal optimisé, c'est vraiment clé pour aussi permettre cette transformation dans les territoires. Et puis en toile de fond de tout ça, il y a aussi tout le travail de sensibilisation et de communication que vous faites auprès de nous, les consommateurs d'une certaine manière. Il y a d'autres problématiques que l'huile de palme qui a été déjà très médiatisée par le passé. On a évoqué le soja, mais il y a d'autres matières à risque, d'autres matières premières à risque qui émergent et sur lesquelles vous assurez un rôle de vigie d'une certaine manière. Vous tirez la sonnette d'alarme.
dans les médias, dans des publications. Oui, ce levier d'action pédagogique est clé puisque, voilà, en tant que consommateur, on a aussi ce pouvoir d'achat, donc d'agir voilà, sur les filières et de faire les bons choix pour soutenir les filières responsables. Donc on va vraiment, et c'est vrai que c'est des filières qui sont extrêmement complexes avec plusieurs intermédiaires, hein, quand on parle du cacao ou même du café, des produits vraiment du quotidien. Je pense que maintenant le consommateur a envie d'avoir plus de transparence, plus de traçabilité aussi, et je pense que c'est ce qui va nous apporter ce nouveau règlement européen, parce qu'il est extrêmement exigeant, parce qu'il va demander aux entreprises de pouvoir tracer la matière première jusqu'à l'origine, jusqu'à la parcelle, et de prouver qu'il n'y a pas eu de déforestation. Et donc c'est extrêmement compliqué. Donc là les entreprises essayent de se mettre un peu en ordre de marche. C'est compliqué. Ça l'est certainement davantage pour des PME, des TPI. Hein. Exactement, parce qu'il va falloir essayer d'embarquer tout le monde. Et c'est vrai que voilà, au sein du collectif, on va vraiment aller dans la mutualisation, du partage d'expériences, du partage de boîtes à outils pour aider vraiment à mettre tout le monde au même niveau, puisque aujourd'hui, il y a quand même des disparités dans les niveaux de maturité. Tout le monde n'est pas complètement prêt. Bien sûr, et c'est vrai pour la CSRD, hein, dont on parlait ce matin aussi en grande plénière. Tout le monde n'est pas prêt, même si tout le monde en a à peu près entendu parler. Je sais qu'il y a un membre de l'Alliance qui est dans la salle. J'aimerais bien entendre le retour d'expérience tout à l'heure au moment des questions-réponses. Ça pourrait être éclairant de pouvoir regarder le sujet par ce bout-là de la lorgnette. Mais d'abord, je voulais revenir vers vous, Nicolas. Est-ce que vous connaissiez ce futur règlement qui va s'appliquer à toutes les entreprises, dont celles possiblement qui composent le groupe Quatera? Est-ce que vous connaissez l'existence de cette future réglementation? Et d'une manière plus générale, au-delà de cette rentrée spécifique, est-ce que vous êtes sensible? Est-ce que vos filiales sont sensibles à ces questions de déforestation? Est-ce que c'est un sujet? Alors oui, je connaissais l'évolution de la réglementation de manière assez superficielle, je dois l'avouer, parce qu'on n'est pas très impactant sur ce sujet de la déforestation, heureusement. Mais effectivement, j'en avais entendu parler et on commençait à s'y intéresser dans le groupe, mais de retour au bureau, je me penche très sérieusement sur le sujet. Oui. Simplement, peut-être un exemple sur nos approvisionnements en sucre. On a deux entreprises qui fabriquent des confitures, qui sont Confit de Provence à Aix-en-Provence et 4 Saisons vers Morlaix. Et elles s'approvisionnent bien évidemment avec beaucoup de sucre et de fruits, bien évidemment. Il en faut pour faire la confiture. Voilà. Et donc sur les approvisionnements en sucre, on a un enjeu qui est les importations de sucre de production issue de la canne à sucre, qui a un impact sur la déforestation. Et donc progressivement, hein, on est dans une logique de transition. On n'est pas à 100% bon dès le premier jour, mais progressivement, on a relocalisé des approvisionnements de sucre français issus de betteraves bio, et puis et sur les productions importées, notamment d'Amérique centrale, donc issues de canne à sucre, on est passé en labellisation Fairtrade, ce qui est un pas en avant, mais peut-être que Laure, tu pourrais peut-être élucider un petit peu plus sur ce sujet-là. Donc oui, voilà, progressivement, achat par achat, matière par matière, on regarde l'origine de nos produits, les modes de production utilisés. On essaye d'utiliser un chemin, quoi, les labellisations qui sont les plus pertinentes. Et c'est un enjeu majeur aussi pour l'impact carbone, parce que en fait, le gros de notre impact carbone dans les usines agroalimentaires, il se fait à l'amont et non pas à l'aval dans le transport, etc. Il se fait à l'amont dans les modes de production agricole et les origines très lointaines de certaines matières premières. Quand Laure évoque tout le package qu'elle offre aux entreprises, de la formation, une boîte à outils, un outil d'auto-évaluation, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie du package. Ça pourrait intéresser vos filiales? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le genre de service
qu'on a déjà utilisé sur l'impact carbone, qui était une première priorité. Mais effectivement, c'est tout à fait pertinent et je pense que tous les acteurs privés, entreprises d'impact sociaux et environnementaux ont cet enjeu de pédagogie en interne, mais aussi en externe auprès de leurs clients, auprès de leurs fournisseurs. Donc voilà, la pédagogie est essentielle. Ça fait partie de la trajectoire de progrès que vous voulez mettre en œuvre avec vos filiales. Bon, ça doit vous faire plaisir d'entendre un discours de ce type-là. Oui, ben justement, ça va me permettre de développer un peu plus sur ce programme d'achat responsable et de cet outil d'auto-évaluation qu'on a développé en fait avec nos membres et les parties prenantes externes, puisque ça s'adresse vraiment à tout type d'entreprise et à tout secteur d'activité. Ça permet d'évaluer en fait son niveau de maturité sur cette question. Comment est-ce que l'entreprise intègre ces enjeux de lutte contre la déforestation dans sa politique? Et donc, ça va être une grille avec une centaine de critères et d'indicateurs qui va regarder comment cette problématique est prise en compte à la fois au niveau de sa gouvernance, de son plan d'action. Justement, est-ce que vous mettez en place de la traçabilité, de la certification? On va regarder aussi au niveau de son plan de communication. Est-ce qu'on fait un reporting sur ces questions-là? Est-ce qu'on interagit avec les parties prenantes? Donc, ça va regarder un petit peu, ça va screener tout ce que vous faites dans l'entreprise. Ça va vous donner un score. Donc, c'est intéressant parce que ça va pouvoir vous allez pouvoir vous benchmarker, voir si vous êtes un niveau de débutant, plus ou moins mature, très mature. Et donc, pour les plus petites entreprises, l'outil va générer automatiquement un plan d'action. Donc, vous allez avoir les premières actions par lesquelles il faut démarrer. Donc, quand on est débutant, ça va nous indiquer un petit peu la marche à suivre. On amorce la pompe. Et voilà. Et au contraire, si vous êtes plutôt mature sur le sujet, ça va vous permettre de voir où sont aussi les trous dans la raquette et quels sont les points à améliorer. Et possiblement, comment on va chercher les derniers carats aussi pour viser l'excellence. J'imagine que certaines entreprises parmi vos membres jouent déjà dans la catégorie high level. Et alors, juste pour rebondir sur la question de la certification, Nicolas, c'est vrai que la Commission européenne, sur la certification, elle va dire que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut savoir que tous les labels aujourd'hui, justement, se remettent en question, sont en train de revoir leur cahier des charges, justement, pour pouvoir répondre à cette nouvelle norme européenne. Mais on est vraiment sur un niveau d'exigence très élevé parce il va falloir pouvoir tracer jusqu'à la parcelle et apporter, en fait, donner les points de géolocalisation de la parcelle d'origine. Donc, c'est quand même très exigeant. Et il va falloir aussi vérifier que les preuves qui sont apportées par les petits producteurs sont fiables. Donc, aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de tester des nouveaux outils, des nouvelles méthodologies sont en train de voir le jour. Et puis, une fois que ce sera un peu plus rodé, peut-être que 2-3 outils méthodologies émergeront. Mais là, on est vraiment dans une phase un peu exploratoire. Et d'où l'accompagnement de l'Alliance sur ces sujets. Allez, c'est vous qui faites partie de l'Alliance pour la préservation des forêts. On va vous amener un petit micro parce que je pense que ça vaudrait la peine d'entendre votre témoignage. Venez vous asseoir à côté de nous 5 minutes. Voilà, on va le faire comme à la maison. Bonjour. Dites-nous qui vous êtes. Donc je m'appelle Alice Juillet et je travaille comme responsable sourcing, donc approvisionnement, pour un petit torréfacteur à Paris, de ce qu'on appelle le café de spécialité. Donc c'est un café à haute valeur ajoutée avec un sourcing très précis en termes de traçabilité et de qualité. On a rejoint l'Alliance en 2021, il me semble. Et c'est Laure qui nous avait approchés justement pour nous sensibiliser au fait qu'il y allait y avoir de façon très imminente, c'était encore à l'état de négociation à l'époque, cette réglementation zéro déforestation, dont en toute sincérité on n'était pas du tout au fait. Vous n'êtes pas seul. Sauf que nous, ça nous impactait directement. Mais oui, forcément. Le café, il fait partie de la liste des matières premières responsables de la déforestation. Non pas qu'on n'était pas conscient qu'il y avait peut-être une partie de la production qui était responsable de la déforestation, mais on n'avait pas forcément conscience de l'impact que ça avait. Après, il y a différentes industries dans le café. Nous, on travaille sur une filière avec des très très petits acteurs où
la traçabilité, ça fait vraiment partie de notre élément différenciant. Donc c'était un point de départ qui nous permettait d'être assez confiants sur le fait qu'on n'était pas forcément responsable de la déforestation. Néanmoins, cette veille de la part de l'Alliance pour la préservation des forêts, c'était quelque chose de vraiment très intéressant en termes de quelles seraient les obligations des entreprises dans cette nouvelle réglementation, mais aussi, comme vous l'avez évoqué, pour la partie auto-évaluation et donc diagnostic. Parce qu'en fait, quand on fait ça, même si c'est sur le créneau de la déforestation dans le cas de l'Alliance, on rentre dans une logique de responsabilisation de la filière d'approvisionnement. Et donc, on rentre dans une logique de, finalement, on contrôle un petit peu plus ce qu'on fait et l'impact de ce qu'on fait, quel impact ça a de façon générale sur la préservation de la biodiversité. Ça change le regard sur son propre rôle aussi, d'une certaine manière. Ouais. Parce qu'on a toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a toujours envie de faire des choses très bien, et je pense que dans la raison d'être de l'entreprise, c'était vraiment le cas, mais réellement, est-ce qu'on le faisait ou est-ce qu'on le fait? Et ben voilà, grâce à d'abord l'outil d'auto-évaluation, puis ensuite la boîte à outils qui nous permet de participer, comme le disait Laure, à des groupes de travail qui sont animés par des experts qui ont toute une expérience dans le conseil en structuration de filière, c'est des éléments un peu effrayants, en toute honnêteté, parce que ça fait un peu usine à gaz comme ça au début. Mais en fait, quand on prend le temps, il faut prendre le temps. Donc, il faut aussi que l'entreprise accepte d'allouer au moins cette ressource humaine et temps à ça, parce que ça vaut vraiment le coup, parce que ça permet non seulement de travailler sur la structuration de filière en termes de déforestation, mais aussi en termes de durabilité sociale, environnementale, économique. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage spontané qui vient effectivement compléter celui de Laure sur la présentation plus globale de l'Alliance et de ses leviers d'action. Est-ce que vous avez des questions pour Laure? Vous auriez pu rester, mais très bien. C'est vrai qu'on voit mieux de là. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous avez des questions pour Laure ou pour Nicolas? Il nous reste un micro que peut-être quelqu'un de l'équipe peut faire circuler dans la salle. Oh, bougez pas, Nicolas, on va... Est-ce que quelqu'un de l'équipe, s'il vous plaît, peut faire circuler le micro pour que les intervenants n'aient pas à se déplacer eux-mêmes? Si quelqu'un doit se déplacer, ça doit être moi. On vous écoute. Je vous invite à vous présenter, comme ça on fait connaissance avec vous et puis on écoute votre question. Bonjour. Bonjour. Désolée, c'est un peu surprenant. Je m'appelle Gabriella et j'ai une question. Enfin, on a une question. Ouais, top. En fait, par rapport à cette norme européenne que vous avez expliquée, aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'identifier en fait la traçabilité d'un bois, je veux dire d'une variété de bois, même au sein d'une entreprise? Est-ce que l'entreprise elle-même sait d'où son bois provient par rapport à ses fournisseurs? Est-ce qu'elle en a, est-ce qu'elle en a les données? Est-ce que apparemment c'est l'objectif, mais en fait, dans quelle mesure c'est possible d'avoir un produit non déforesté? Alors là, on quitte un peu le champ du coup de l'alimentation, mais la question elle est sans doute intéressante. Oui, c'est plutôt pour rebondir. Pas de souci. Je prends, Gabriella, je prends. Oui, alors sur le bois, en fait, il faut savoir qu'il y avait une réglementation FLEGT de l'Union européenne précédemment sur la filière bois, mais bon, qui n'a pas vraiment porté ses fruits. Donc aujourd'hui, alors il y a 7 matières premières qui font partie de la réglementation européenne et le bois en fait partie. Donc le bois et ses coproduits, donc tout ce qui va être aussi ameublement. Donc d'ici la fin de l'année, on devrait être en mesure d'avoir cette traçabilité. Alors après, par filière, c'est vrai que c'est extrêmement complexe parce que vous pouvez avoir des copeaux de bois, de l'ameublement, c'est extrêmement varié avec beaucoup d'intermédiaires. Donc c'est vrai que la filière est en train de se mettre en ordre de marche, mais ça reste compliqué. Mais il y a de toute manière cet objectif d'être dans les clous d'ici la fin de l'année et juin 2025 pour les plus petites. Donc l'ambition est là. La réussite de la réglementation aussi se fera aussi en fonction des moyens qui seront mis, des moyens de contrôle qui seront mis par l'État
en termes de ressources humaines et de ressources financières aussi pour faire ces contrôles, pour éviter des détournements de la réglementation. Il y a un enjeu vraiment d'embarquer tout le monde. À la fois avec le bâton, mais aussi la carotte. Donc il y a les contrôles, parce que, en fait, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on a voulu avoir ce cadre réglementaire? C'était qu'avant, il y avait les engagements volontaires d'entreprise. Et il y avait celles qui continuaient à s'approvisionner en fait de matières premières conventionnelles qui avaient un impact. Donc là, au moins, avec cette réglementation, vous avez les mêmes règles du jeu pour tous. Donc ça va être compliqué, c'est ambitieux, mais je pense qu'aujourd'hui, le consommateur souhaite avoir des produits qui soient responsables et qui n'aient pas d'impact dans les pays dans lesquels on s'approvisionne. Ouais, et là-dessus, vous êtes forcément d'accord tous les deux. On parlait de tendance de fond sur une alimentation plus durable et plus locale. On est dans cette même tendance de fond quant à la lutte contre la déforestation importée. RDUE, retenez bien, parce que cet acronyme, vous allez encore en entendre parler. Merci pour la réponse, Laure. Est-ce qu'il y a d'autres envies de questions ou de commentaires ou de réflexions, de témoignages, ça peut être intéressant de vous entendre aussi sur votre pratique, les choses sur lesquelles vous avez avancé, les choses qui vous posent encore question. On a quelques minutes. Et c'est pas si fréquent dans cette journée. On est plutôt à la course d'habitude sur les tables rondes, donc profitez-en. Voilà, le micro vous parvient, monsieur. Merci. Bonjour. La team question est là, manifestement. Ouais, bonjour. Bonjour, moi je suis Victor, enchanté. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des champs, des exploitations d'huile de palme. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, par exemple, ces exploitants, pour rendre leurs exploitations plus... quel appauvrissement les sols et autres, si ça a été fait sur celle dont vous parliez. Oui, alors sur la filière de palme, on en a beaucoup entendu parler, surtout il y a une dizaine d'années, parce qu'il y a eu des grandes campagnes d'ONG pour sensibiliser. Alors, ce qu'il faut savoir, que les ONG et la communauté scientifique se sont tous accordés pour dire qu'il ne faut pas boycotter cette filière, mais au contraire, en fait, la transformer, mieux accompagner les petits producteurs. On sait que on a les surfaces agricoles, il n'y a pas besoin de déforester, on peut avoir de très bons rendements. Maintenant, il faut équiper les petits producteurs avec du bon matériel végétal. Donc il y a un enjeu aussi d'innovation, il y a un enjeu de formation, d'accompagnement des petits producteurs. Et c'est une filière qui a été tellement mise sous pression que finalement c'est une des filières aujourd'hui qui est le plus avancée. Et maintenant, les regards se tournent, ce que je vous le disais, sur la filière soja. Vous avez d'ailleurs la semaine prochaine une délégation de leaders autochtones brésiliens qui seront à Paris les 14 et 15 mars. Ils vont aller à Bruxelles, ils vont aller aussi à Paris pour sensibiliser justement sur la question de la déforestation liée au soja, puisqu'il faut savoir que cette nouvelle réglementation ne protège que les forêts et ne protège pas des écosystèmes naturels comme les savanes et le cerrado. Et aujourd'hui, la plupart du soja qu'on importe provient du cerrado. Donc il y a vraiment un enjeu, il faut continuer à mobiliser. Pas terminé. Le combat est loin d'être terminé et gagné. Il faut vraiment continuer à se mobiliser, alerter vraiment les pouvoirs publics, l'opinion sur ce qui est en train de se passer. Merci Laure. Une question pour Nicolas peut-être ? Merci. Là-bas. Bonjour, moi c'est Aurélia. Alors je connais pas mes voisins, mais ils ont l'air très sympas. Moi, c'était juste pour ajouter quelque chose par rapport à la filière soja. Je pense que c'est important de replacer dans son contexte pourquoi est-ce qu'on déforeste pour produire du soja. Le soja, on en mange nous aussi, mais 80% du soja qui est produit, c'est à destination des animaux d'élevage. Et ces animaux d'élevage, on parle d'élevage intensif. Donc en fait, 80 à 90% des animaux que les gens mangent viennent de ces élevages. Et le plus rentable, c'est de les nourrir notamment avec des tourteaux de soja. Et donc, on déforeste pour ça. Donc il faut aussi replacer cette responsabilité chez le consommateur. J'entends parler depuis ce matin du pouvoir qu'on a dans notre façon de consommer. Il est là aussi. Donc c'est bien de replacer ça. Merci pour cette intervention qui montre aussi à quel point la problématique elle est systémique et que si on traite les diverses entrées de manière isolée, finalement on appuie sur un bouton, on fait bouger le curseur, mais ça a des conséquences ailleurs aussi et il faut en être conscient. Laure ?
Et non, j'ai envie de vous donner rendez-vous, moi, la semaine prochaine, donc le 14 mars, à 18h, à l'Académie du Climat, pour rencontrer parce que c'est quand même rare d'avoir des leaders autochtones qui seront en Europe. C'est à Paris, du coup. Hein. Donc c'est à Paris, à 2h d'ici, c'est faisable. Ah oui. Mais c'est vraiment exceptionnel de les avoir et d'avoir surtout leurs témoignages, leur retour d'expérience. Moi, j'ai pu accompagner le grand chef Raoni qui était à Comment Paris. Écoutez, il a presque 90 ans, il est en très bonne forme et ça reste un guerrier, il est toujours très mobilisé sur ces sujets. Donc je pense qu'il faut vraiment les soutenir dans leur combat et je vous invite à venir les rencontrer la semaine prochaine. Une figure équivalente, un rôle modèle équivalent à celui que Jane Goodall peut tenir aussi dans son domaine d'activité, Raoni. Allez, moi je prends encore une toute dernière question pour Nicolas. Je prends qu'une question pour Nicolas. Oui, bonjour. Ouais, c'est pour Nicolas ? Bonjour. Pour les deux. Allez, top. Alors c'est bon, vous pouvez rester. J'écoute. Je m'appelle Pauline, je suis étudiante, donc j'ai une question pour Nicolas. Je voulais savoir comment est-ce que vous cibliez les entreprises que vous reprenez. Est-ce que vous agissez territoire par territoire, par exemple, ou est-ce que vous faites des salons ? Vraiment, je ne sais pas du tout. Et pour Laure, j'avais une question plus sur est-ce que vous agissez en faisant, par exemple, du plaidoyer auprès des marques pour mettre en place, par exemple, pour sensibiliser, pour mettre en place un revenu minimum pour les petits producteurs, parce qu'on sait que ce ne sont pas eux qui décident du prix auquel ils vendent leur cacao ou leur café. Voilà. Merci. Nicolas d'abord. Oui, donc sur le ciblage, entre guillemets, des fermes et des usines qui sont susceptibles de nous rejoindre et d'intégrer le groupe, il n'y a pas du tout de ciblage territorial, si ce n'est l'Hexagone. Donc, on ne rachète des entreprises que situées et des fermes déjà un beau terrain de jeu en France. Et il y a un très très beau terrain de jeu, évidemment. Donc, aujourd'hui, on a eu des effets un petit peu de bouche à oreille qui fait qu'on est plutôt présent en Provence, en Bretagne, mais un petit peu en Aquitaine aussi, un petit peu en Occitanie. Mais c'est plutôt le bouche à oreille parce qu'en fait, on a fait des premières acquisitions, puis les clients, les fournisseurs connaissaient le modèle. Par opportunité, nous ont contactés. Voilà, donc c'est pas un ciblage du tout territorial. Le ciblage, il est plutôt sur le profil des entreprises qui doivent avoir un savoir-faire, qui doivent avoir une capacité de production, une capacité de développement et surtout où on sent qu'on va pouvoir les aider à franchir des caps, à transitionner, à aller de l'avant, à être ambitieux. Donc il faut qu'il y ait un potentiel à la fois financier mais aussi extra-financier de développement. Bon, si vous avez une belle affaire à faire faire à Nicolas, vous en parlez avec lui après la table ronde. La question qui était pour Laure. Oui, très rapidement. Et le temps de réfléchir à la réponse. Oui, non, mais on sait que la pauvreté, c'est le premier driver de déforestation. Les petits producteurs vont déforester parce qu'ils se trouvent dans une position de précarité. Donc la juste rémunération du petit producteur est clé. Donc il y a des discussions. En fait, les entreprises sont concernées. On a des entreprises comme Nestlé qui ont mis en place des programmes un peu disruptifs. Par exemple, sur la filière cacao en Côte d'Ivoire. On a parlé avec Charles Tellier qui nous écoute d'ailleurs avec beaucoup d'attention. Le lien au fond de la salle dans la plénière précédente, là en grande plénière. Et donc, des primes sont données aux petits producteurs pour pouvoir faire en sorte que les femmes aient un travail, que les enfants aillent à l'école et pour accompagner le foyer, qu'ils aient suffisamment de moyens pour ne pas causer de la déforestation et que les enfants puissent aller à l'école. Donc il y a des programmes qui sont mis en place par certaines entreprises et nous, ce qu'on vise évidemment, c'est le passage à l'échelle. C'est que toutes ces bonnes pratiques se diffusent auprès de l'ensemble des acteurs économiques. J'ai eu l'impression d'avoir vu... J'ai plus que 3 minutes. Oui, je vous avais vu. Alors, question courte, réponse courte. Et puis, comme ça, on prendra celle de monsieur et après, ça sera juste terminé parce qu'on n'aura plus le temps.
Ok, bonjour. Alors, je vais essayer de faire très court. C'est pour rebondir sur l'avant-dernière question. Concernant le prix des produits issus de ces filières, parce qu'en fait, on se rend compte que tout ce marché-là est conduit par les consommateurs et que le consommateur est conduit par son portefeuille. Et, En partie, oui. Voilà, il y a certaines Grande filières en partie. France qui souffrent beaucoup de ça en ce moment. Et je voulais savoir si on arrive à tirer des prix assez intéressants pour qu'il y ait une compétitivité sur ce marché-là. Nicolas. Oui, effectivement, l'inflation là, des 2 dernières années a vraiment modifié le comportement des consommateurs et toute cette tendance qui avait à aller vers des produits plus responsables qui permettaient effectivement de faire payer un petit peu plus cher pour rémunérer l'effort qui était fait sur les impacts socio-environnementaux a été très challengé. Je reviens à mon message optimiste. Je pense que la tendance de fond, elle est toujours là. Et que si on arrive à bien mettre en valeur les efforts qu'on fait sur les filières d'approvisionnement, sur les modes de production, sur les impacts divers. Et un supplément d'âme qui peut contrebalancer le surcoût. Exactement. Restons optimistes. Mais vous avez raison, c'est le consommateur qui va faire la transition. Oui. Et ça peut contrebalancer jusqu'à un certain point. On est d'accord Voilà. aussi. Hein. Ça dépend du surcoût. Monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais juste faire une annonce qui est tout à fait corrélée à ce thème. En juin prochain auront lieu les élections du Parlement européen. Et ces élections à plein de titres sont super importantes, hein, vous l'imaginez tous. Mais sur la transition écologique, elles sont également très importantes. Et à ce titre, le mouvement européen auquel je fais partie, qui est un mouvement apolitique, mais qui favorise l'Union européenne, qui essaye de la créer, de la monter de façon plus favorable, c'est-à-dire qu'on rêve d'une belle Europe, organise samedi à l'Athénée municipal ici un débat entre des candidats et des représentants des principales listes qui se présenteront à ces élections à 14h. Et je vous invite à y venir parce qu'on peut les challenger là. Eh ben, écoutez, merci pour l'invitation. À bon entendeur, salut, si ça vous intéresse et que vous êtes disponible, allez discuter avec monsieur. Vous aurez tous les renseignements pratiques. Merci infiniment Laure, merci Nicolas. Il faut rendre l'antenne. Il y a encore du monde à suivre sur d'autres tables rondes. C'est un événement particulièrement riche. J'étais très heureuse de pouvoir discuter avec vous deux. Vous le voyez, hein, au départ, on se dit qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble ces deux-là, et puis au final, on trouve plein de convergences. Très bon salon. Il y a encore des choses à faire aujourd'hui, encore plein de choses à faire demain. Bonne continuation à vous et merci encore à vous deux. Fin de la table ronde. Merci. Merci.